Bonjour à tous, je vous propose, il est 11h30, je vous propose de démarrer. Alors pour rappel sur le mécanisme, je vous remercie de bien vouloir couper vos micros si vous avez un problème de son, un problème technique, une question que vous voulez poser au fur et à mesure, n'hésitez pas à le faire dans la fenêtre de chat. Il y aura ensuite un temps de questions et de réponses à la fin de la présentation dans lequel vous pourrez réouvrir vos micros. Alors merci à vous de nous avoir rejoints pour cette webconférence de Certivea sur la découverte du label Osmose. Avant d'aller plus loin, deux mots très brefs sur Certivea. Certivea est une filiale de l'établissement public du CSTB, donc le Centre scientifique et technique du bâtiment. Nous sommes un opérateur de service sur la performance durable et la qualité de vie des bâtiments et des territoires. Alors vous nous connaissez souvent plutôt en charge en tant qu'organisme de certification exclusif sur la HQE, sur les immeubles non résidentiels, mais nous avons aussi une offre de services qui s'étend au-delà, avec aujourd'hui des certifications qui portent également sur les territoires, les infrastructures, des labels thématiques sur le bâtiment connecté et communicant, comme le label R2S, l'accessibilité, avec le LA, ou le label énergie carbone, E+, C-, de l'État. Je n'irai pas plus loin dans la présentation de Certivea et je vous propose de passer à ce qui nous intéresse aujourd'hui, le cycle de webconférence Osmose. Alors, aujourd'hui, vous avez la première webconférence de ce cycle qui va être dédiée aux enjeux et principes clés sur la démarche d'amélioration de la qualité des cadres de travail au travers de l'approche Osmose. D'autres webconférences sont à venir, que je vous ai rappelées ici, sur chacun des différents leviers de la démarche. Je me permets de vous faire un rappel, la date du 20 juin, le créneau horaire a été modifié. Il n'est plus à 11h30 comme sur la première invitation, mais à 9h30. Sur le déroulé de cette présentation, donc nous verrons dans un premier temps un rappel des contextes et des enjeux qui vont vous expliquer le positionnement que nous avons choisi pour la démarche Osmose, un rappel des concepts et des définitions. Et puis nous viendrons vous présenter les principes clés de la démarche avec la différente structure en termes de levier et d'enjeux. Et enfin, on vous présentera succinctement les outils qui sont à votre disposition tout autour de la démarche Osmose. Et puis, comme je vous l'avais promis, on aura une séance de questions et réponses dans laquelle vous pourrez poser vos questions, soit directement pour les avoir posées sur le fil de conversation qui apparaît dans votre écran, soit directement à l'oral en réactivant vos micros. Voilà pour le programme de cette webconférence. Je précise aussi que comme nous avons un cycle de webconférence qui est plus détaillé sur les différents enjeux, je n'entrerai pas forcément sur l'ensemble des sujets. Il s'agit bien d'une webconférence d'introduction et de découverte. Contexte et enjeux. Alors, je pense que c'est important de vous préciser quels sont les défis auxquels nous sommes aujourd'hui confrontés. Et les défis auxquels nous sommes confrontés sont nombreux, tant pour les individus que nous sommes, que pour nos organisations et entreprises auxquelles nous appartenons. Défis sociétaux, bien sûr, défis sociétaux où nous sommes collectivement confrontés à une hausse des maladies chroniques depuis ces 30 dernières années qui se développe chez l'ensemble des pays développés selon les chiffres de l'OMS, l'Organisation mondiale de la santé. Pour citer quelques chiffres, l'augmentation du nombre de cancers a été multipliée par 2 depuis 1980, le nombre des personnes présentant une allergie a également été multiplié par 2, et je ne cite pas les chiffres qu'on pourrait citer sur l'obésité, sur les maladies cardiovasculaires, etc., etc. Or, nous pouvons agir sur ces tendances. Nous pouvons agir en prenant soin de nos modes de vie, notre hygiène de vie. Nous pouvons agir par l'activité physique, par l'alimentation, en prenant soin de notre sommeil. Et quand on regarde un petit peu dans les faits, on est encore loin des recommandations, notamment des recommandations de l'OMS. Aujourd'hui en France, seulement 60 à 80% des adultes pratiquent l'exercice physique recommandé, par exemple. Au niveau des entreprises, les enjeux sont doubles. D'abord, contribuer à répondre à ces défis sociétaux en
venant prévenir par des actions d'amélioration sur ces cadres de travail ces défis et cette hausse des maladies chroniques en nous proposant des cadres de travail plus sains, qui nous, à la fois, et qui nous incitent aussi parfois à améliorer aussi notre hygiène de vie. Et puis, deuxième enjeu, intégrer et prendre en compte les actifs qui sont aujourd'hui atteints par une maladie chronique. Pour rappel, vous voyez ici s'apparaître le chiffre de l'ANACT. Aujourd'hui, 15% des actifs sont atteints par une maladie chronique. Donc, premier défi, des enjeux sociétaux. Deuxième défi, des enjeux sociaux. Sociaux par rapport à l'évolution des modes de travail, qui se traduit notamment par des difficultés à concilier vie professionnelle et engagement personnel, avec notamment sur les derniers chiffres, là c'était du baromètre Malakoff-Médéric, 4 salariés sur 10 qui déclarent avoir du mal à concilier les deux. Des chiffres également en termes de stress, de fatigue psychique et mentale, avec plus de 7 salariés sur 10 qui jugent leur travail fatigant nerveusement. Ces enjeux, ces stress peuvent être liés en partie à la révolution numérique, avec notamment des enjeux de déconnexion sur lesquels l'entreprise peut agir, et également à l'accélération des rythmes de travail et des contraintes de travail. Je vous renvoie pour cela à une publication régulière de la DARES, donc le ministère de l'Emploi, sur l'augmentation des contraintes de travail. Nous sommes confrontés à de nouvelles contraintes de travail qui se multiplient, avec, par exemple, aujourd'hui 64% des salariés qui déclarent souvent devoir s'interrompre pour régler une tâche imprévue. Et ça joue évidemment sur notre charge mentale. En conséquence, on voit des chiffres sur le stress qui augmentent et qui sont, ou au moins qui sont importants, avec notamment 22% des salariés qui non seulement déclarent être stressés, mais qui déclarent en plus que le stress a un impact sur leur santé. Outre les enjeux individuels que ces défis posent, ça pose aussi des enjeux pour l'organisation. Parce que ça va poser des questions en termes notamment d'absentéisme, de qualité et d'efficacité du travail pour les collaborateurs, de motivation et d'engagement. Donc c'est sur ces enjeux performance, on voit en partie liés à la relation différente que peuvent avoir les nouvelles générations par rapport au travail, mais qui se diffusent progressivement au reste des collaborateurs. On voit une baisse assez forte des niveaux d'engagement des collaborateurs, c'est-à-dire de leur implication professionnelle et de leur fidélité par rapport à leur entreprise. Selon les chiffres, là encore, du dernier baromètre Malakoff-Médéric, 28% des salariés se disent engagés aujourd'hui, contre 41% il y a 7 ans, c'est-à-dire une baisse de près de 50% des niveaux d'engagement. Cette tendance est également à relier avec une hausse des arrêts maladie, qui ne sont plus exclusivement motivés par des enjeux, des causes physiques, mais aussi par d'autres sujets. Vous avez là un chiffre qui vient de la DARES, avec 3 salariés sur 10 qui déclarent avoir envie de prendre un arrêt de travail, même s'ils ne sont pas malades. Ceci pose aussi des enjeux de reconnaissance au travail pour l'entreprise sur lequel elle pourrait agir, avec un sentiment de manque de reconnaissance pour près d'un salarié sur 2. Or, l'employeur peut mener des actions, là encore, pour infléchir ces tendances, notamment en montrant qu'il prend soin de leur bien-être physique et mental. Enfin, ces évolutions sociétales sur nos modes de vie et de travail ont aussi un impact sur le secteur de l'immobilier à proprement parler. Si l'on considère notamment la hausse du télétravail, avec aujourd'hui 29% des salariés qui déclarent télétravailler, un chiffre en hausse de 4 points depuis 2017, le développement des espaces de coworking, on a aujourd'hui 48% des actifs qui déclarent travailler en dehors de leur entreprise, donc en dehors des lieux de travail et des bureaux, selon le dernier baromètre Actineo de 2017. Donc quelles conséquences cela pose sur l'immobilier? Est-ce que l'on peut penser aujourd'hui l'immeuble de bureau de la même façon qu'on le pensait hier? Je ne développe pas outre mesure cet aspect parce que nous le reverrons plus spécifiquement dans la prochaine webconférence sur le levier bâtiment du label Osmose. En tous les cas, tous ces enjeux sont 3 défis sociaux, sociétaux
et business en termes de performance dans l'entreprise, auxquels le label Osmose cherche à répondre et à vous proposer des solutions. Pour cela, comment faire? Alors, il existe aujourd'hui différents concepts, différentes approches, angles d'attaque qui coexistent. Pour n'en citer quelques-uns, on peut parler de bien-être au travail, de bonheur au travail, voire même d'engagement, de conditions de travail, de climat social, de RPS, risques psychosociaux, ou encore d'expérience collaborateur, de Now, New Ways of Working, ou encore de qualité de vie au travail. Alors tous ces termes ne recouvrent pas les mêmes finalités, les mêmes sujets, ou encore le même spectre d'approche pour essayer de répondre aux différents enjeux que nous avions vus précédemment. Je vais juste vous citer quelques définitions sur certains de ces enjeux, qui sont j'allais dire, les enjeux les définitions les plus institutionnelles. Tout d'abord, en termes de santé au travail, si on reprend la préambule de la Constitution de l'Organisation mondiale de la santé au travail est définie comme un état de complet bien-être physique, mental et social, qui ne consiste pas seulement en une absence de maladie ou d'infirmité. Donc santé au travail, sur ce sujet, on voit qu'on a une approche qui est globale, elle n'est pas seulement physique mais psychique et sociale, mais centrée sur l'individu, une approche individuelle. Si on prend un terme comme les RPS, donc risques psychosociaux, donc si on prend la définition de l'INRS, nous avons les risques psychosociaux qui correspondent à des situations de travail où sont présents de façon combinée ou non du stress, c'est-à-dire un déséquilibre entre la perception qu'une personne a des contraintes de son environnement de travail et de la perception qu'elle a de ses ressources pour y faire face, combiné à des violences internes au sein de l'entreprise, voire éventuellement des violences externes par des personnes externes à l'entreprise. On a dans l'approche par les risques psychosociaux, donc une approche qui avait plutôt cours notamment dans les années précédentes, une vision défensive avec une approche par l'analyse des situations à risque au sein du travail. Et puis cette approche défensive, depuis notamment l'ANI, l'accord national interprofessionnel de 2013 sur la qualité de vie au travail, se voit couplée avec une approche plus positive sur l'amélioration de ces situations de travail, de cette condition de travail, avec la définition que vous voyez ici reprise justement de cet accord national interprofessionnel. La qualité de vie au travail désigne et regroupe sous un même intitulé les actions qui permettent de concilier à la fois l'amélioration des conditions de travail pour les salariés et la performance globale des entreprises, d'autant plus quand leurs organisations se transforment. On a ici une approche, comme je disais, non plus défensive, mais cette fois-ci plus positive, située sur les actions d'amélioration qui peuvent mettre en place, qui combine une approche à la fois individuelle sur les collaborateurs et collective au sein de leur entreprise, donc au sein de leurs conditions de travail, et qui fait le lien avec la performance des entreprises. C'est sur cette dernière approche, l'approche par la qualité de vie au travail, que nous avons choisi d'angler la démarche Osmose. Si l'on regarde les facteurs qui contribuent de manière le plus importante à cette qualité de vie au travail, donc selon un paramètre Malakoff-Médéric qui date de 2016 sur le regard croisé sur les facteurs de la qualité de vie au travail entre dirigeants et collaborateurs, on voit que les facteurs les plus importants pour les collaborateurs sont en premier lieu l'ambiance et les relations entre collègues, avec 40% des répondants. En deuxième niveau, on voit les rémunérations, puis le sujet de la reconnaissance, et juste derrière, la conciliation vie privée et vie personnelle. Tous ces sujets-là, c'est des sujets sur lesquels les cadres de travail peuvent agir, à l'exception évidemment du second niveau que nous laissons de côté, donc l'enjeu sur la rémunération, qui lui est un enjeu vraiment de politique d'entreprise. Agir sur ce cadre de travail a des multiples des bénéfices pour la performance de l'entreprise. Je n'en cite que quelques-uns, mais la littérature pourrait aujourd'hui être nombreuse. Les bénéfices vont bien sûr se traduire en termes de rétention et attraction des talents, avec des collaborateurs moins engagés qu'il faut fidéliser, retenir, impliquer davantage. Des enjeux en termes de performance collective, travailler aujourd'hui avec le numérique, avec les défis en termes d'innovation et de créativité, c'est un travail plus collaboratif qui nécessite une performance collective
collaborateurs, managers, entreprises. Et puis, c'est aussi agir sur ces différents leviers, c'est aussi réduire l'absentéisme et son coût pour les organisations. Puis enfin, en dernier, on peut aussi situer les enjeux d'image pour l'entreprise qui se traduisent notamment dans les notations RSE qui comportent tous un volet social. Donc c'est bien dans cette approche que souhaite s'ancrer la démarche Homose, avec une démarche qui vous est proposée, qui porte à la fois sur le cadre de travail physique, l'environnement, les locaux, leur aménagement, mais également les cadres organisationnels. On le voyait tout à l'heure, hein, le premier sujet pour le ressenti en matière de qualité du travail des collègues, des collaborateurs, excusez-moi, c'est les relations entre collègues. Donc on est bien sur ces deux plans, travail physique, cadre de travail physique, et cadre de travail organisationnel, avec une approche pour inciter et accompagner les plans d'amélioration. Nous avons donc passé au crible de la démarche les différents sous-jacents d'une approche sur la qualité de vie au travail, notamment les définitions que peut avoir données l'ANACT, l'Agence nationale sur la condition de l'amélioration des cadres de travail. Et nous avons une démarche qui vous propose d'infléchir ces différents leviers. À l'exception près, nous ne travaillerons pas sur la rémunération et le contenu du travail proprement dit. Par contre, il est bien important de préciser qu'on va par contre considérer l'articulation à l'organisation du travail, qui est un levier clé. Alors concrètement, qu'est-ce que vous allez retrouver plus en détail dans la démarche Osmose? La démarche Osmose va se présenter sous forme de 3 leviers d'action, donc 3 possibilités, 3 axes d'agir en faveur de cette amélioration de la qualité de vie au travail, qui vont, vous voyez, apparaître ici. Chaque axe peut s'analyser seul ou conjointement. Évidemment, si vous souhaitez une démarche complète, c'est les 3 leviers à la fois qui sont visés. Premier levier, le levier bâti, qui va porter sur la qualité intrinsèque et l'exploitation des lieux de travail, donc les bâtiments, leur équipement technique, avec l'objectif d'avoir des lieux qui contribuent, non seulement qui préviennent des risques en termes de santé, mais également qui vont essayer de contribuer positivement à la qualité de vie des utilisateurs et répondre aux besoins fonctionnels des organisations. Deuxième levier, le levier aménagement, par l'aménagement des espaces intérieurs et extérieurs, pour proposer des espaces de travail adaptés aux besoins des collaborateurs et de modes de travail des organisations. Et on verra dans une webconférence dédiée également tout l'effet de levier que peut apporter ce périmètre aménagement dans le cas de transformation d'entreprise. Troisième levier d'action et pas des moindres, le levier animation ressources humaines qui va porter lui sur le cadre organisationnel avec l'animation des lieux, mais aussi tout ce qui va être les règles de vie, les chartes, les accords et tous les outils support RH, notamment en termes par exemple de formation des managers et de co-élaboration avec les différents niveaux en entreprise. Pour des lieux, des cadres de travail organisationnel qui répondent aux besoins des collaborateurs et aux différents modes de travail. Sur ces 3 leviers d'action, une démarche commune centrée sur 6 enjeux qui vont se retrouver pour chacun des 3 leviers d'action. Que vous soyez sur le levier bâti, aménagement ou animation RH, vous retrouverez ces 6 enjeux. Santé environnementale, hygiène de vie, équilibre vie privée et vie professionnelle, communication et lien social, mais aussi fonctionnalité et démarche collaborative. Sur ces 6 enjeux, vous voyez apparaître les 5 premiers enjeux qui sont des enjeux thématiques, sur quoi on va agir, et un dernier levier qui est un levier transversal sur la manière dont on va agir. Alors, je viens vous détailler un petit peu ce que vous allez retrouver dans chaque enjeu. Si chacun des 6 enjeux se retrouve de manière indifférente dans les 3 leviers d'action, bâti, aménagement, animation RH, le contenu proprement dit va pouvoir légèrement varier, évidemment, selon le levier d'action que l'on se situe. Pour l'enjeu santé environnemental, vous allez retrouver les fondamentaux en termes de confort et d'ambiance intérieure dans les locaux. Qualité de l'air, qualité de l'eau, ambiance acoustique, ambiance thermique, ambiance visuelle ou encore ondes électromagnétiques. Pour vous illustrer, en termes de levier bâti, vous allez donc avoir tous les éléments en termes de isolation acoustique, par exemple, des locaux,
Sur le levier aménagement, vous allez pouvoir avoir les efforts faits en termes d'aménagement pour prendre en compte ces notions de confort acoustique, notamment par le traitement acoustique des espaces, et la réflexion en termes des espaces et de leur utilisation pour correctement positionner les différents espaces et réfléchir aux besoins des collaborateurs. Enfin, en termes sur le sujet par exemple animation RH, sur ce sujet ambiance acoustique, vous allez plutôt trouver tout ce qui va être règles de vie dans les lieux. Deuxième enjeu, l'enjeu hygiène de vie. Là, vous allez retrouver tous les éléments sur lesquels le cadre de travail peut permettre d'inciter à des modes de vie plus sains, en termes par exemple d'activité physique, d'alimentation, fatigue et repos, accompagnement à la santé, propreté et salubrité, ou encore interaction avec la nature. Là encore, sur le levier bâti, vous allez par exemple retrouver des éléments spécifiques sur le design et des trames architecturales pour par exemple favoriser l'activité physique, par exemple sur les escaliers. Sur le levier aménagement, vous allez avoir des éléments qui vont être intéressants, par exemple avec l'interaction avec la nature, avec des aménagements dits biophiliques qui vont nous permettre de nous reconnecter un peu plus avec la nature, ce qui est un besoin fondamental de l'homme. Et sur le levier animation RH, vous allez par exemple trouver sur ces thèmes des liens, notamment tout ce qui va être l'accompagnement à la santé avec l'accès aux professionnels de santé permise par l'entreprise. Donc, à chaque fois, je le répète, sur les 6 enjeux, les 3 leviers d'action sont traités, mais bien évidemment, les éléments et les critères spécifiques vont dépendre d'un levier à l'autre dans chacun de ces 6 enjeux. Équilibre vie privée et vie professionnelle, vous allez trouver à la fois des éléments sur faciliter cet équilibre en termes de temps pour les collaborateurs, que ça soit du temps gagné en temps de transport, donc avec un thème mobilité et transport, ou un thème en termes de services fournis aux utilisateurs qui vont leur permettre d'avoir accès plus facilité à des services de la vie quotidienne. Vous allez avoir aussi tout ce qui va être conciliation des temps et des lieux, notamment en lien avec le télétravail, mais également, et c'est des sujets très importants pour le levier animation ressources humaines, des éléments sur les rythmes et les charges de travail, avec quels sont les éléments de cadre organisationnel que l'entreprise peut mettre à disposition des collaborateurs, des managers et de manière générale en termes d'organisation du travail, pour mener une réflexion sur les contraintes de travail. Et puis enfin, un enjeu sur la vie personnelle et la vie familiale. Quatrième enjeu, vous allez retrouver un enjeu qui est vraiment l'enjeu qui porte la dimension collective du travail et de la performance des organisations, avec des enjeux notamment de communication, des communications à la fois formelles. Il est important pour les collaborateurs de pouvoir avoir l'information lors de leur intégration, par exemple, ou tout au long de leur vie en entreprise sur les décisions et les projets, la stratégie d'entreprise. Communication formelle, mais aussi communication informelle. Un chiffre qui est intéressant de rappeler, 70% des échanges se font de façon informelle. Donc il est aussi important de pouvoir travailler là-dessus, et on peut travailler dessus, que ça soit dès la phase bâti ou aménagement, et puis bien évidemment sur ce qu'on va permettre en termes d'animation. Donc vous allez retrouver tout un thème en termes de convivialité et de cohésion d'équipe, d'appropriation et de personnalisation, qui vont permettre aussi de fédérer et de créer des cultures d'entreprise notamment en lien avec cet enjeu d'engagement qu'on citait précédemment. Vous allez également retrouver des sujets liés à la diversité et à la non-discrimination, qui sont surtout abordés dans le levier animation ressources humaines, et enfin des enjeux en termes de culture et valeurs, pour que le travail et que la vie en entreprise ait un sens pour les collaborateurs. Dernier enjeu thématique, l'enjeu fonctionnalité, qui porte, lui, sur l'organisation des cadres de travail comme outils de travail. Vous allez retrouver des sujets sécurité et sûreté, de maîtrise de l'environnement intérieur, mais également de qualité d'accès et d'usage, de qualité digitale. Les outils numériques sont des outils aujourd'hui devenus incontournables dans la vie d'une entreprise, et c'est important aussi de pouvoir les traiter au travers de la démarche Osmose. Diversité et gestion des espaces, où vous allez trouver surtout des éléments liés à l'enjeu aménagement. Et puis aussi flexibilité et adaptabilité, qui dit mode projet, collaboratif et démarche d'amélioration continue, dit nécessité de penser les projets de manière flexible et adaptable dans le temps. Et donc c'est ce que vient regarder ce dernier thème. Donc sur ces 5 enjeux que vous avez vus, on aborde les enjeux thématiques. Le dernier enjeu, démarche collaborative, lui est un enjeu transversal qui porte sur la manière dont sont effectués les projets. Vous avez toujours
tout d'abord un premier sujet qui va être sur sa transversalité et son pilotage. Ensuite, sur son articulation à l'organisation du travail, ou du moins, pour le levier bâti, au contexte dans lequel il s'inscrit. Ensuite, spécifiquement, la coélaboration des aménagements. Et enfin, le suivi, l'enquête et l'amélioration continue. Parce que pour s'améliorer, il est toujours important de pouvoir faire des points d'étape et que là, ce qu'on a mis à un instant T plus 1 ne sera peut-être pas plus suffisant. Et il sera remis en question par l'évolution de l'organisation. Donc pouvoir continuer et s'ancrer la démarche dans une démarche d'amélioration continue est le dernier point clé de cet enjeu démarche collaborative. Je viendrai dans les suites des webconférences venir vous préciser ce que vous allez retrouver plus précisément sur ces 6 enjeux dans les 3 différents leviers. Je m'arrêterai ici pour cette webconférence d'introduction et je vous propose de regarder plutôt les principes clés de la démarche. Donc, 4 principes clés qui viennent sous-tendre l'intégralité de la démarche et qu'on a déjà un petit peu balayé jusqu'à présent. Premier sujet, évidemment, on a remis au cœur de la démarche les services rendus et l'expérience collaborateur. Pour cela, évidemment, il était absolument crucial de regarder, d'approcher les projets par l'articulation à un contexte donné et à une organisation du travail. Effectivement, améliorer la qualité des cas de travail ne peut se résumer à mettre de jolis canapés. Il y a une réflexion qui est évidemment plus profonde à avoir sur l'organisation du travail, au risque sinon de faire ce qu'on appelle aujourd'hui du happy washing ou du great washing et de mécontenter les collaborateurs et donc de se retrouver avec des démarches qui sont au final contre-productives. Donc, avoir et entrer dans le cœur des sujets et des priorités pour l'organisation est absolument un point d'entrée crucial de la démarche Osmose. Cela passe par une réflexion sur les métiers, sur leur évolution, sur l'accompagnement managérial et de manière générale sur l'articulation des activités et des cadres de travail, qu'ils soient physiques ou organisationnels. Deuxième sujet, la contextualisation. À partir du moment où on considère qu'on doit avoir une démarche centrée sur l'articulation et l'organisation du travail, il n'est pas possible de plaquer une solution unique sur toutes les situations. Il est important du coup de respecter diversité des contextes et des cultures d'organisation. Et c'est donc un principe que nous avons érigé, donc analyser l'adéquation entre une organisation du travail et une gestion des espaces, plutôt que d'imposer une organisation, une culture toute faite. Troisième sujet, l'amélioration continue. Vous l'avez vu dans le 6e enjeu démarche collaborative, il est tout aussi important de mettre en place des choses que de se réquestionner sur ce qui avait pu être mis en place, qui a fonctionné à un moment donné, mais qui à un instant ultérieur peut ne plus répondre aux besoins des collaborateurs. Et donc c'était pour nous important de s'inscrire. La qualité des cadres de travail n'est pas une fin en soi, mais un outil au service d'une amélioration continue qu'on vient donc inscrire dans la démarche. Pardon. Et puis transversalité. On disait 3 leviers d'action, bâti, aménagement, animation RH, donc plusieurs directions qui sont potentiellement concernées dès lors que vous lancez dans la démarche complète sur les 3 leviers. Les directions immobilières, les directions des environnements de travail, des services généraux, les directions des ressources humaines, transversalité aussi en entreprise, avec en point clé la coélaboration. Comme il n'y a pas de solution toute faite, il faut arriver à intégrer, et l'intégration de l'ensemble des parties prenantes sera des clés de réussite des projets. Susciter l'adhésion, que ça soit pour les collaborateurs, pour évidemment la direction générale, les directions, mais aussi le management intermédiaire qui se retrouve souvent pris entre deux feux, ainsi que les instances représentatives, qu'il ne faut bien sûr pas oublier. Vous voyez donc là ici les 5 grands principes clés de la démarche Osmose, que dans son aspect complet, articulation à l'organisation du travail, contextualisation, transversalité, coélaboration et amélioration continue. Pour cela, comment faire? Qu'est-ce qu'on vous a mis à disposition? Donc, la démarche Osmose
comporte différents services et outils clés que vous allez retrouver directement sur le site internet osmose.certivea.fr et que vous voyez apparaître ici. Nous avons tout d'abord un premier outil dit de sensibilisation qui va se présenter sous la forme d'une application internet, Osmose Mon Profil. Vous allez ensuite avoir un référentiel détaillé beaucoup plus complet sur les 6 enjeux que vous allez présenter au travers d'une approche d'évaluation par le référentiel. Et pour ceux qui le souhaitent, nous allons également mettre en place des formations sur ces sujets-là. Pour aller plus loin, les acteurs qui souhaitent valoriser et afficher des niveaux atteints et se challenger lors de l'audit, la démarche Osmose se traduit par la mise en place d'un label Osmose, voire pour des opérations qui sont déjà en cours pour valoriser des niveaux atteints avant le label, une préattestation Ready to Osmose. Alors, je vais venir vous détailler ces différents services. Donc, Osmose Mon Profil, comme c'est une application de sensibilisation qui est en libre d'accès sur le site osmose.certivea.fr. Pour l'utiliser et y accéder, rien de plus simple. Il vous suffit d'aller sur le site internet, de vous cliquer sur l'espace Mon Profil, sur Démarrer maintenant. Vous allez voir s'afficher une trentaine de questions, simples et rapides, sur les différents enjeux de la démarche Osmose. Une fois que vous y aurez répondu, vous allez pouvoir télécharger immédiatement par mail un rapport personnalisé sur ces 6 enjeux, avec des premières pistes d'amélioration, et pour chacun des enjeux, une infographie illustrant les bénéfices clés associés à la mise en place de ces actions. Alors, c'est un outil ludique, pédagogique, pour sensibiliser des acteurs, que ce soit des acteurs en entreprise, voire pour ceux qui accompagnent les entreprises, voire vos propres clients, pour essayer de leur montrer toute l'étendue que peut couvrir une démarche d'amélioration des cadres de travail. Donc, je n'en dirai pas plus sur le sujet, je vous laisse la découvrir par vous-même en l'allant sur notre site internet, mais n'hésitez pas à l'utiliser, que ce soit pour vous ou à la diffuser à des collègues ou des clients. Deuxième niveau, le niveau évaluation. Donc là, vous allez retrouver un référentiel beaucoup plus détaillé, que vous allez pouvoir d'ailleurs télécharger en ligne ou utiliser sur notre plateforme dédiée, IGIA, pour avoir accès à l'ensemble du référentiel détaillé Osmose. Le référentiel détaillé se représente comme une liste de critères sur les 6 enjeux et les 3 leviers d'action que je vous ai cités mentionnés précédemment. Et nous avons essayé de vous réaliser un référentiel pédagogique qui recense à disposition de manière centralisée et structurée les différents plans actifs d'action que vous pourriez mettre en marche pour améliorer des cas de travail, qu'ils soient physiques ou organisationnels. C'est un référentiel évolutif et collaboratif. Nous l'avons pensé avec différents experts et nous continuerons à l'améliorer au fur et à mesure des retours d'expérience et des retours que nous aurons. Transversal, il est bien sur les 3 leviers d'action. Progressif, vous pouvez l'utiliser quel que soit votre niveau de maturité sur les différents sujets. Vous allez retrouver des exigences assez simples à mettre en place et des critères qui sont, eux, issus des meilleures pratiques que nous avons pu collecter aujourd'hui sur les différents sujets. Donc, vraiment vous inspirer à partir de la bible d'action que constitue le référentiel. Et puis flexible, puisque à vous êtes libre de choisir les critères que vous souhaitez viser sur les différents enjeux. Cette démarche vous permet ainsi donc de mettre en place un projet de pilotage à l'aide de l'enjeu démarche collaborative d'Osmose notamment, de cartographier les différentes actions que vous avez menées, donc d'identifier les endroits où vous pourriez avoir encore des actions à conduire, d'identifier d'autres bonnes pratiques à l'aide du référentiel, d'associer l'ensemble des parties prenantes avec un référentiel commun, unique, un langage commun qui va, on espère, vous permettre de fédérer en interne autour d'un objectif commun, l'évaluation autour de la démarche Osmose. Et puis, pour ceux qui choisiront d'aller jusqu'au bout, se challenger lors de l'audit, où on viendra intervenir en tierce partie pour prendre un moment un petit peu de recul. Et puis, ça vous permettra également de vous planifier un plan d'action dans une logique d'amélioration continue. La structure des référentiels, vous le voyez, donc pour chacun des enjeux et des thèmes que je vous ai présentés, vous allez voir des listes d'exigences.
pour accompagner et valoriser vos actions. Ces exigences peuvent être de différents types. Il y a des exigences qui sont du type plutôt de diagnostic, avec par exemple des exigences sur des actions de diagnostic à mettre en place, voire des seuils de diagnostic des seuils à atteindre. Des exigences en termes d'information et de sensibilisation auprès des collaborateurs, auprès des managers, auprès des directions. Des exigences d'action avec des exemples et des listes de bonnes pratiques sur les différents thèmes, sur des actions que vous pourriez mettre. Et nous avons pris la peine d'essayer de mettre en place dans les ressources bibliographiques des liens avec les différentes ressources institutionnelles, notamment en France pour l'INRS, l'ANACT en particulier. Et puis des exigences de mesure et d'évaluation des actions qui ont été mises en place sur chacun des thématiques. Enfin, vous allez retrouver de manière systématique une exigence ouverte, valorisant d'autres bonnes pratiques auxquelles vous avez pu penser, de manière à laisser toute flexibilité et valoriser toujours les pratiques les plus innovantes auxquelles nous aurions pu ne pas penser dans cette première version du référentiel. Pour vous donner un exemple de à quoi ressemble une exigence, donc là j'ai pris une exigence sur qualité d'air que vous voyez affichée, donc il s'agit d'une exigence du volet qui se retrouve à la fois sur les 3 leviers d'action, bâti, aménagement, animation RH, avec un critère d'évaluation, il est ici simple, c'est juste un critère atteint non atteint, un nombre de points affectés, et puis un guide expliquant ce qui est couvert par le critère et comment il peut être atteint. Des exemples de modes de preuve qui sera utilisés lors de l'audit en tierce partie pour venir vérifier l'atteinte ou non de l'exigence. Donc tout ce référentiel, vous pouvez aujourd'hui y avoir accès en téléchargeant le référentiel complet sous un format PDF sur notre site internet et même plutôt pour ceux qui souhaitent avoir vraiment l'outil d'utilisation dans leur pilotage quotidien en utilisant la plateforme Isia sur laquelle vous pouvez lancer de la campagne d'évaluation et qui vous permettra de piloter votre projet. Pour ceux qui souhaitent aller jusqu'à la labellisation qu'on encourage vivement, de façon à valoriser les niveaux qui seront atteints et à communiquer de manière publique sur votre engagement dans la démarche en faveur de l'amélioration des cadres de travail, vous pouvez prétendre au label. Alors, à qui cela s'adresse? Donc, tout acteur, selon les leviers. Donc, pour le premier levier bâti, effectivement, les acteurs de l'immobilier au premier chef, mais sur les 3 autres leviers d'action, toute entreprise, collectivité, association, quel que soit son secteur d'activité. Cela porte sur vos sites et vos implantations de bureaux, cadres de travail. Pour des cadres de travail qui ne seraient pas du bureau, je vous invite à nous contacter puisque ce sera du cas par cas. Vous pouvez le faire sur tout un site, tout un campus, tout un bâtiment ou toute une partie de bâtiment. Comme on est en lien avec l'organisation du travail, nous regardons toujours le lien, donc ce sera un site pour une organisation donnée. Ça peut par exemple être pour le levier bâti, le campus Intel, ou pour un levier bâti aménagement animation RH, la direction XXX de l'organisation XX sur les locaux de cette direction. Le référentiel s'applique aujourd'hui en France et dans les territoires ultramarins et il est alors labellisé par Certivea, mais vous pouvez d'ores et déjà faire votre demande sur d'autres pays en contractualisant au travers de notre filiale Serway. Donc je vous disais quelques exemples qui peuvent être de sites réorganisations qui peuvent être labellisés. Donc sur le levier bâti, ça peut être un bâtiment, un plateau, avec des acteurs de l'immobilier, des entreprises sur leur campus, leur site, leur direction, des espaces de coworking, des centres d'affaires. Sur le levier aménagement, on peut avoir un site aménagé pour compte de tiers ou un site occupé par l'organisation qui fait l'aménagement. Des centres d'affaires, des espaces de coworking également. Puis le levier animation RH, là, lui, est vraiment dédié à l'entreprise, l'administration ou l'association, enfin, quelle que soit l'organisation, toute activité confondue, pour ses propres locaux, que ça soit l'ensemble de l'entreprise ou juste une direction, un service sur un site donné. Ces 3 leviers, le label peut être atteint de manière distincte par levier d'action ou de manière conjointe. Vous allez alors avoir la démarche globale, le label Osmo sur les 3 leviers, bâti, aménagement, animation RH. C'est à votre choix. Les niveaux requis pour être labellisés sont donc par levier.
Donc avec un niveau minimal qui doit être de 30% des points minimum qui doivent être atteints sur chacun des enjeux, et 50% en moyenne sur l'ensemble du levier visé. Donc par exemple, pour le levier aménagement, vous devez viser 50% total des points et 30% minimum sur chacun des enjeux. Cela vous donne comme ça une flexibilité pour viser les points qui vous semblent les plus prioritaires sur votre organisation, mais vous devez de tous les cas, vous ne pouvez pas euh, vous ne pouvez pas ne pas considérer du tout un seul enjeu. Il est absolument important que tous les enjeux soient un minimum regardés, même si ensuite vous pouvez prioriser certaines actions et viser donc plus de points sur certains enjeux plutôt que d'autres. Dernier point qui est important également, il n'y a pas d'exigence obligatoire, il n'y a pas de prérequis. C'est à vous de fixer les exigences qui vous intéressent dans la liste des actions qui sont proposées, dans la limite qui est précisée précédemment, c'est-à-dire que vous devez viser 30%, obtenir 30% des points sur chacun des enjeux et 50% en moyenne. Mais la manière dont vous atteignez ces points n'est pas fixée à l'avance par le référentiel. La labellisation se fait ensuite en tierce partie avec un salarié de Certivea ou quelqu'un missionné au nom de Certivea qui intervient indépendamment à l'équipe projet pour vérifier l'atteinte ou non du label. Donc ça se fait de la façon suivante. L'équipe projet, donc l'entreprise, l'organisation, l'acteur immobilier pour le levier bâti contractualise avec Certivea. Et on vous donne accès ainsi à la plateforme ISIA dans laquelle se retrouve le référentiel dans sa version évaluation. Et vous pouvez nous poser des questions au besoin si certaines exigences vous posent question ou si vous avez des questions particulières par rapport à votre projet directement depuis la plateforme. Au moment où vous vous sentez prêt, on vous laisse nous prévenir pour fixer une date d'audit dans laquelle l'auditeur viendra évaluer ce qui a déjà été fait, donc par rapport à l'évaluation que vous aurez fait du référentiel. Et vous pourrez, si tout se passe bien, atteindre le label. Dans les cas où certaines exigences que vous pensiez avoir visées ne se retrouveraient pas à viser, vous auriez de toute manière du temps pour répondre aux exigences issues et aux constats issus de l'audit. À l'issue de la labellisation, cela vous donne le droit à une attestation et ainsi qu'à des plaques de valorisation sur lesquelles vous pouvez communiquer publiquement. Il est important de préciser que nous ne communiquons pas publiquement chez Certivea sur les niveaux exacts que vous avez atteints. On ne communique pas sur vos scores. Vous avez à votre disposition les scores issus de l'évaluation, donc les scores par levier et par enjeu, mais on ne viendra pas communiquer publiquement de manière à vous permettre de viser les points qui sont vraiment les plus matériels pour votre organisation et à éviter une course aux points qui n'aurait pas vraiment de justification et qui pourrait même être contre-productif par rapport à collaborateurs et utilisés sur le site si vous mettiez en place des actions qui ne sont pas pertinentes par rapport au regard de vos problématiques sur votre site. Donc aujourd'hui, pas de communication et d'affichage sur les scores que vous avez obtenus. Par contre, une communication bien évidemment et une valorisation bien évidemment sur votre engagement dans la démarche d'amélioration de vos cadres de travail. Rien ne vous empêche ensuite, vous, de communiquer sur vos scores, mais Certivea ne le fera pas en votre nom. Deux durées d'engagement possibles, un engagement sur un an, avec en fait, vous pouvez attester à un instant donné du niveau atteint. Donc ça vous donne lieu à un audit où on vérifie, j'allais dire de manière binaire, si les niveaux atteints minimaux pour être labellisés ont bien été atteints. Et vous avez donc à l'issue une attestation millésimée à la date d'obtention de votre label. Deuxième possibilité que l'on conseille notamment pour les acteurs engagés sur les leviers animation RH, s'engager dans une démarche d'amélioration continue pour valoriser vraiment votre engagement et inscrire la démarche Osmose comme un plan d'action et de pilotage pour fédérer en interne les équipes dans une démarche de progrès. Là, le cycle s'engage dans 3 ans au travers d'un cycle avec 2 audits, un audit d'admission dans lequel on vient contester d'un niveau atteint à un instant initial et on vient mettre en place
ou en tout cas vous permettre d'analyser les points d'amélioration sur lesquels vous souhaitez progresser tout au long des 3 ans. Vous avez donc un deuxième audit, dit audit de suivi, qui est programmé à l'issue, avant la fin des 3 ans, donc généralement entre 12 et 24 mois. Cette démarche, ce cycle sur 3 ans, vous permet, au moment où vous allez avoir l'audit d'admission, de venir identifier les points sur lesquels vous auriez encore des niveaux à atteindre. Donc si vous n'avez pas encore complètement atteint les niveaux obligatoires de 30% et 50% des points, vous pouvez, pour l'audit d'admission, expliquer qu'ils sont atteints à partir de la mise à place du plan d'action. Le plan d'action pourra faire foi de preuve au moment de l'audit d'admission. Par contre, à l'audit d'admission, il faudra bien vérifier que les plans d'action que vous avez mis en place à l'admission ont bien été mis en œuvre pour le suivi. Donc vraiment une démarche d'amélioration continue sur lequel l'audit d'admission vient sanctionner des plans d'action, enfin d'un constat initial et de plans d'action éventuels, et l'audit du suivi vient vérifier que les plans d'action ont bien été mis en place. Vous modifiez alors de l'attestation dès l'audit d'admission avec une attestation et des éléments de valorisation qui courent sur la durée des 3 ans. Dans ce label Osmose, vous allez retrouver des passerelles directement intégrées dans le référentiel pour valoriser des modes de preuve que vous avez pu avoir euh, dans d'autres certifications, vous permettent d'utiliser directement les notes obtenues sur les certifications dans autres modes de preuve, notamment pour la certification HQE bâtiment durable, le label activité ou encore le label R2S. Et puis des correspondances où on vous facilite la reprise des modes de preuve avec la mise à disposition d'un tableau de correspondance que vous retrouverez dans le référentiel. Enfin, pour des acteurs, alors là c'est spécifique à des opérations immobilières, notamment des projets immobiliers en conception. Comme vous l'avez vu, hein, le label Osmose, lui, s'intéresse vraiment à des sites déjà livrés existants et notamment plutôt même aux organisations. Pour des acteurs immobiliers qui souhaitent tout de même valoriser leurs projets en montrant que sur les sujets notamment de santé des locaux, de nombreuses actions ont été mises en place. On propose une préattestation qui reconnaît les 10 niveaux déjà atteints sur la base des préoccupations communes entre HQE bâtiment durable et le label Osmo. Donc, il s'agit pour cela des opérations qui ont déjà été certifiées sur au moins une phase, programme conception-réalisation, au travers des certifications HQE bâtiment durable, NF-HQE bâtiment tertiaire 2015 ou rénovation 2015. Vous trouverez tous les niveaux à atteindre, là encore, dans la plaquette Ready to Osmose téléchargeable sur notre site internet, notamment, ou dans les règles de navigation Osmose. Donc tous ces documents, hein, vous pouvez les retrouver sur notre site internet. Vous retrouverez le référentiel, l'outil Osmose Mon Profil, ainsi que des articles de blog avec des éléments d'actualité que nous émettons régulièrement à jour. Et dans l'onglet ressources, vous retrouverez, outre les référentiels, les règles et les différents documents, vous retrouverez également les business cases, notamment les business cases des opérations pilotes, et puis à venir, toutes les opérations, des opérations en cours de labellisation. Je terminerai ici en vous disant que nous avons aujourd'hui donc 7 opérations pilotes qui ont été labellisées d'ores et déjà, d'autres qui ont reçu leur attestation, lapsus, excusez-moi, et 15 opérations à avril qui étaient en cours de labellisation, sans compter les nombreuses demandes dont nous avons aujourd'hui, que nous recevons aujourd'hui, toute entreprise, tout secteur d'activité confondu. Je vous propose maintenant